Saïd Ayachi, bonjour. Sabah al-Khair. Alors, victoire d'une première bataille de la diplomatie algérienne avec le gel du statut d'observateur de l'entité sioniste au sein de l'UA, l'Union africaine. En clair, Israël n'a pas sa place en Afrique puisque ce n'est pas un pays de l'Afrique. Monsieur Saïd Ayachi. Bien sûr, d'abord l'occasion nous est donnée de rendre un hommage mérité à notre ministre des Affaires étrangères, bien sûr sous la direction du président Tebboune. C'était un résultat que beaucoup n'attendaient pas. La démission d'Israël en tant que membre observateur à l'Union africaine était pratiquement comme chose acquise, puisque 44 pays avaient des relations diplomatiques, sinon commerciales avec Israël. Mais la coalition justifiée d'ailleurs anti-israélienne comme membre observateur a donné donc un résultat tout à fait inattendu mais justifié. Et donc aujourd'hui Israël n'est pas membre observateur de l'Union africaine, l'affaire étant confiée donc à un panel de chefs d'État qui doit l'étudier et rendre son verdict dans quelques mois. Cela n'est que justice puisque au regard des dispositions de l'acte constitutif de l'Union africaine, qui, rappelons-le quand même, est un document anticolonialiste, anti-occupation, anti-répression pour les droits de l'homme. Israël n'a pas tous ses attributs pour pouvoir faire partie de l'Union africaine et c'est l'argumentaire donc de l'Algérie, l'Afrique du Sud, du Nigeria et d'autres pays qui se sont opposés à son admission. Et donc ceux qui ont crié victoire trop tôt vont déchanter et bien entendu beaucoup de projets israéliens d'abord mais aussi marocains pour s'introduire à l'intérieur de l'Union africaine et mener des initiatives j'allais dire anti-africaines mais aussi anticolonialistes ou plutôt pro-colonialistes pour faire valoir ce qu'ils font l'un en territoire palestinien, l'autre au Sahara occidental, ont échoué lamentablement. Mais cette volonté aujourd'hui de l'entité sioniste de s'introduire au sein de l'UA, donc l'Union africaine, a des objectifs, monsieur Saïd Ayachi, l'implosion de l'Afrique comme avertissent certains experts aujourd'hui en géopolitique. Certainement. D'abord, évidemment, Israël ne cherche pas à être membre observateur pour être membre observateur. D'abord, elle est membre observateur pour faire pendant au statut de membre observateur de l'autorité palestinienne. Donc, pour surveiller son adversaire, pour ne pas dire son ennemi, il vaut mieux être dans le même périmètre. Et puis, donc, une fois à l'intérieur de l'Union africaine, Israël peut dérouler sa politique, faire admettre ce qui est inadmissible, c'est-à-dire la répression contre le peuple palestinien, la colonisation des terres palestiniennes, la non-application des résolutions de l'ONU qui sont en faveur du peuple palestinien pour la création d'un État palestinien, etc. Tout cela est su. Mais Israël aussi a un autre objectif en dehors de faire pièce à l'autorité palestinienne à l'intérieur de l'Union africaine. Israël aussi a l'objectif de s'installer en Afrique durablement. Israël, je viens de le dire, a des relations diplomatiques sinon commerciales avec 44 pays, mais elle compte aussi s'installer à l'intérieur des organisations africaines et d'abord en premier à l'intérieur de l'Union africaine pour mieux gérer sa présence en Afrique, pour mieux faire avancer ses intérêts en Afrique, pour mieux manœuvrer dans l'intérêt de sa politique au Moyen-Orient. Mais l'entité sioniste a un pied aujourd'hui au Maghreb, malheureusement, avec bien sûr sa présence au Maroc, avec la complicité du Marsène. Son objectif, c'est l'Algérie, un des derniers pays qui résiste à toute forme d'oppression. Elle va utiliser tous les moyens de déstabilisation qui seront déployés, mensonges d'État, dénigrement, manipulation et manipulation des masses. Tous les moyens seront utilisés. Bien entendu. Laissez-moi d'abord parler de ce tandem Maroc-Israël qui maintenant agit au grand jour. Et personne n'a manqué de faire l'analogie parfaite, la superposition des politiques israéliennes au Moyen-Orient et de la politique marocaine au Sahara occidental.
Vous avez répression au Sahara occidental, répression au Moyen-Orient, colonisation au Sahara occidental, colonisation en Cisjordanie, répression du peuple sahraoui, répression du peuple palestinien, prisonniers indûment condamnés en Israël, prisonniers indûment condamnés au Maroc. Donc la superposition maintenant est complète entre les deux complices, les deux larrons que sont le Maroc et Israël. À partir de là, tous les unis, en plus qu'il y a malheureusement autre chose qu'il faut déplorer, c'est la non-exécution des résolutions du Conseil de sécurité, aussi bien Israël vis-à-vis de l'autorité palestinienne que le Maroc vis-à-vis du Sahara occidental. Donc vous voyez très bien que la superposition est quasi parfaite. Les deux sont des colonisateurs. Deux colonisateurs, deux membres colonisateurs, les seuls d'ailleurs, les deux seuls pays au monde qui n'appliquent pas les résolutions du Conseil de sécurité, qui ne sont pas rappelés à l'ordre ni punis pour cela, ni contraints d'ailleurs à les appliquer. Mais pour revenir à la substance de votre question, effectivement, maintenant, donc, le Maroc a normalisé ses relations et croit pouvoir maintenant bénéficier d'abord de l'assistance israélienne pour combattre l'armée de libération sahraoui, donc avec les armements sophistiqués que l'on connaît. Mais surtout, maintenant, le Maroc et Israël sont d'accord pour mener des entreprises déstabilisatrices vis-à-vis de l'Algérie. Je suis de ceux qui ne pensent pas qu'il y aura une guerre franche contre l'Algérie, entre Israël, avec Israël et le Maroc alliés. Mais les deux États, Israël et le Maroc, vont tout faire pour créer des entreprises de déstabilisation à l'intérieur de l'Algérie par tous les moyens possibles, imaginables. Non seulement le discours d'amalgame, de confusion, d'intoxication, de désinformation dont vous parlez, mais surtout de pouvoir mener, comme on l'a vu en été 2021, donc des initiatives carrément déstabilisatrices, criminelles, en se servant, bien sûr, de ce qu'ils peuvent trouver à l'intérieur même de l'Algérie. Il n'y aura pas de guerre directe, mais une guerre de nouvelle génération, le soft power, c'est-à-dire une implosion à l'intérieur par, bien sûr, des discours mensongers. Aujourd'hui, ce soutien du Morsen à l'entité sioniste est négocié, M. Saïd Ayachi, moyennant, bien sûr, des concessions cédées, le Sahara occidental au Maroc. Je crois si l'on revient au fameux décret de Trump et à la transaction qu'il y a eu entre l'État sioniste et le Royaume du Maroc sur le dos des peuples palestiniens et sahraouis, comme on vient de le dire, je crois que le plus grand gagnant, c'est Israël. Le Maroc ne gagnera pas grand-chose. Mieux que ça, on l'a vu avec donc le bouillonnement de la rue marocaine qui s'est insurgé, qui s'est senti trahi et humilié par son roi après cette normalisation avec l'État d'Israël. Souvenez-vous, le royaume marocain a accueilli les bras ouverts et tapis rouges les criminels israéliens qui ont participé à Sabra et Shatila et à Der Yassin. Donc, voyez-vous que le peuple marocain, j'allais dire, ne pouvait plus supporter une telle infamie, une telle forfaiture, une telle trahison. Et donc, le Maroc croyait pouvoir surtout bénéficier de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par les États-Unis d'Amérique et espérer avoir un phénomène d'entraînement que d'autres pays allaient suivre les États-Unis d'Amérique pour reconnaître sa souveraineté. Parce que c'est là le but ultime du Maroc, c'est pouvoir asseoir sa souveraineté juridiquement et de façon internationale sur le territoire du Sahara occidental. Cela n'a pas marché, cela ne marchera pas parce que ce serait la fin du droit international. Et par conséquent, aujourd'hui, le seul bénéficiaire de cette transaction, c'est l'entité sioniste qui maintenant a un pays au Maghreb. Voyez-vous, au Moyen-Orient, j'allais dire, Israël a réussi à, d'une certaine façon, mettre au pas les pays arabes, certains par la reconnaissance et d'autres par d'autres moyens, de déstabilisation comme la Syrie par exemple, L'Irak. et l'Irak bien sûr. Et maintenant, il lui reste le reste du monde arabe, c'est-à-dire l'Afrique du Nord. Donc, il vient de le faire avec le Maroc. Il visera en premier l'Algérie, qui est le pays, j'allais dire, le plus dur à domestiquer, le plus dur à pouvoir amener à
à une certaine situation de normalisation, ce qui est très très loin du compte, et continuer bien sûr avec la Libye qui est dans une situation tout à fait exceptionnelle, et la Tunisie certainement par la suite. Et la Mauritanie a déjà un bureau d'affaires israélien à Nouakchott. Donc ce qui sera fait contre l'Algérie, ce sera d'abord comme objectif de pouvoir, en pouvant déstabiliser l'Algérie, à pouvoir espérer pouvoir arriver à un certain résultat qui sera conforme aux objectifs israéliens. Mais le surarmement aujourd'hui du Marsen avec l'accord militaire, avec l'entité sioniste, c'est une menace pour la région, pour l'implosion de la région, puisqu'on a vu pour imploser ou pour faire éclater la Libye, Sarkozy a armé les rebelles libyens. Je ne sais pas si les deux situations sont comparables. On va parler, la Libye est un autre dossier, donc on va parler surtout du Maroc. Et le Maroc, dans son surarmement, c'est une façon, j'allais dire, de dire que l'Algérie nous menace et nous nous préparons à répondre à cette menace. Mais est-ce que c'est une forme d'intimidation aussi pour l'Algérie ou pour le Saoudi? D'abord, c'est une forme d'accusation. C'est une forme d'accusation contre l'Algérie, puisque le discours marocain, depuis des décennies maintenant, présente le conflit du Sahara occidental comme étant un problème de rivalité entre le Maroc et l'Algérie, mais surtout une ambition d'hégémonie de l'Algérie sur la région. Et par conséquent, le Maroc, soi-disant, s'oppose à cette hégémonie, et l'Algérie belliqueuse, l'Algérie cherche des problèmes au Maroc, et l'Algérie, demain, peut déclencher une guerre contre le Maroc. Donc le Maroc s'arme pour se défendre. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais bien sûr qu'on en est loin de là. Et l'Algérie a donné, par sa récente histoire, toute sa volonté de solutionner les conflits par le dialogue. Et l'Algérie n'a jamais agressé personne. C'est l'histoire qui a retenu que le Maroc a agressé l'Algérie à plusieurs reprises. Et la dernière en date, c'était donc en 1963, la guerre des Sables. Mais en fait, ce surarmement du Maroc, d'abord, ne fait que signer le trésor marocain au détriment du peuple marocain qui vit dans une misère extrême, mais inquiète aussi son voisin espagnol. Parce qu'il y a les présides de Ceuta et Melilla, et je n'en veux pour preuve que l'étude du Collège de défense espagnol qui a paru il y a 8 mois par des généraux espagnols qui s'inquiètent très sérieusement du surarmement marocain dans la situation qui prévaut donc dans cette région. Et donc le surarmement marocain ne fait encore une fois qu'inquiéter les voisins. Il inquiète l'Algérie, il inquiète l'Espagne, il inquiète bien sûr la Mauritanie qui le pays, j'allais dire, militairement encore le plus faible de la région. Et par conséquent, de guerre conventionnelle, il est très peu probable qu'il y en aura, mais n'empêche que le Maroc, par ce comportement de surarmement, ne peut que menacer la paix et la sécurité dans la région. Mais ce surarmement présente aussi, parallèlement, une menace pour le peuple du Sahara occidental. Le peuple sahraoui. Monsieur Saïd Ayachi. Non seulement il représente une menace, mais il représente un déni du droit international. Parce que le Maroc est bien qualifié comme étant un occupant du Sahara occidental. Le droit international est très clair dans la question du Sahara occidental, qui est une question de décolonisation. Et la guerre que mènent les Sahraouis contre l'armée d'occupation marocaine est un droit à la résistance. Et on ne peut pas en vouloir aux Sahraouis de se défendre et de résister. Par contre, le Maroc, qui déploie de tels moyens pour, j'allais dire, à neutraliser, selon les termes marocains, l'armée de libération sahraoui, ne peut pas arriver à ses fins dans une guerre aussi asymétrique que celle qui mène au Sahara occidental. Alors, M. Saïd Ayachi, moi je voudrais revenir bien sûr avec vous sur cette présence de l'entité sioniste au niveau de nos frontières, à nos frontières, avec la complicité du Marsen, avec aussi ce conflit au niveau de nos frontières avec le Sahara occidental, que le Maroc veut à tout prix aujourd'hui impliquer directement l'Algérie. Et on l'a vu il y a 2 jours par, bien sûr, l'intervention, l'interview du ministre marocain des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui cache cette volonté aujourd'hui d'impliquer directement l'Algérie, M. Saïd Ayachi? Ben, écoutez, c'est un mensonge de plus? Bien entendu, non seulement c'est un mensonge, mais un déni de la réalité. Le Maroc veut impliquer l'Algérie pour tout simplement
rebattre les cartes du conflit et accréditer la thèse qui est la sienne depuis encore une fois des décennies, que ce problème du Sahara occidental est un problème préfabriqué par l'Algérie, que le Front Polisario est une milice sous l'autorité de l'Algérie, etc., etc., pour dire que en fait, le véritable protagoniste de ce dossier, ce n'est pas les Sahraouis qui n'existent pas selon le Marzen, mais c'est l'Algérie. Bien entendu, personne n'accrédite, ne donne foi à de telles déclarations. Je n'en veux pour preuve que la partie qui a signé l'accord de cessez-le-feu avec le Royaume du Maroc officiellement et sous l'auspice des Nations Unies, c'est le Front Polisario. La partie qui a été engagée dans des négociations avec le Royaume du Maroc depuis 1987, depuis 1997, c'est le Front Polisario, ce n'est pas l'Algérie. Et l'Algérie, au regard donc de la scène internationale, mais j'allais dire sous la supervision des Nations Unies, n'est qu'un pays intéressé par le conflit puisqu'il se déroule à ses frontières et non concerné par le conflit parce que le territoire du Sahara occidental n'est pas le territoire de l'Algérie. Et par conséquent, cette histoire de vouloir encore une fois traîner l'Algérie dans le dossier est une autre manœuvre dilatoire du Maroc pour pouvoir encore une fois gagner du temps et faire durer le statu quo au Sahara occidental qu'il occupe et accréditer ou du moins faire valoir la politique du fait accompli, comme le fait d'ailleurs Israël au Moyen-Orient. La politique du fait accompli est une même démarche commune aux deux complices, que sont Israël et le Maroc. Et par conséquent, dans ce problème de vouloir absolument impliquer l'Algérie dans le conflit, est une tentative de plus, mais avec l'histoire des tables rondes, avec le problème de dire que nous avons affaire à l'Algérie, etc. Il y a très peu de pays, pour ne pas dire presque pas, qui accréditent une telle thèse. Et l'Algérie, de toute façon, par la voix du ministre des Affaires étrangères, à plusieurs reprises, a refusé ce format des tables rondes, parce que de toute façon, l'Algérie n'est pas concernée par le conflit, elle est tout simplement intéressée. À la limite, si demain il y a des négociations, l'Algérie peut ne pas être présente, elle n'est pas concernée par le conflit. Ce travail d'approche qu'ont fait certains envoyés personnels du secrétaire général des Nations Unies, c'était un préambule, c'était une introduction à des négociations directes, franches et de bonne foi et sans conditions, telles que le stipulent d'ailleurs les résolutions du Conseil de sécurité, entre les deux protagonistes, entre les deux parties directement concernées, que sont le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Mais cette association un peu l'entité sioniste avec le Marzen, est-ce qu'elle pourrait peser à l'avenir, puisqu'on sait que le lobby sioniste est très puissant à travers le monde, il a quasiment le monopole des services de la finance et des médias, les médias aujourd'hui qui manipulent l'opinion. Ben, vous savez, ce n'est pas chose nouvelle, cela a été déjà utilisé par le Maroc et ses soutiens depuis très longtemps. Si l'on considère l'embargo médiatique qui est mis sur la question du Sahara occidental, vous savez, regardez, prenez le cas de la France par exemple. Il n'y a aucune grande chaîne de télévision, ni petite d'ailleurs, qui parle du conflit du Sahara occidental, parce que tout simplement, la consigne a été donnée de ne pas en parler. Ne pas en parler, c'est nier l'existence de ce conflit. Et vous trouverez à peu près la même chose dans beaucoup de pays. Ça pourrait, j'allais dire, accréditer votre idée que les médias sionistes, que les réseaux sionistes qui dominent les médias aident le Maroc dans cet embargo qui est organisé autour de la question du Sahara occidental. Maintenant, quant à la puissance du lobby sioniste à travers le monde, ses moyens médiatiques et financiers qui pourraient intimider l'Algérie, cela est hors de question. L'Algérie ne se laisse pas intimider ni par des lobbies, ni par des réseaux, ni par des États. L'Algérie est forte de l'unité de son peuple et de sa trajectoire historique, qui a toujours montré de la résistance à tout ce qui peut toucher à l'intégrité territoriale ou à la souveraineté nationale. Et par conséquent, Israël c'est pas d'aujourd'hui qu'Israël a essayé de mener des entreprises criminelles contre l'Algérie. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le Maroc a essayé de mener des entreprises déstabilisatrices contre l'Algérie. Mais tous, j'allais dire, se sont heurtés à un mur que constitue l'unité nationale, l'armée nationale populaire et, j'allais dire, le consensus national, ce qu'on appelle le front intérieur, qui existe réellement.
Mais la France qui, bien malheureusement aujourd'hui, à travers bien sûr, Zemmour développe un discours raciste, xénophobe, un discours nostalgique et anti-Algérie. Mais cette volonté aujourd'hui de déstabiliser également l'armée, l'ANP, est-ce que c'est volontaire, monsieur Mais bien Saïd entendu, Ayeshi, volontaire. puisque c'est la colonne C'est vertébrale plus de que le l'État. volontaire, parce que vous venez de le dire. C'est la On colonne sait tous, vertébrale. bien sûr, euh, Dans tous les monsieur, pays aussi. monsieur le président français Macron, souvenez-vous, dans son dérapage dernier, a traité les autorités algériennes de régime politico-militaire. Mais en France, l'état-major gouverne. C'est lui qui a mené la guerre au Sahel, c'est lui qui a imposé la guerre au Sahel dans laquelle la France s'enlise. Et dans tous les pays du monde, les états-majors du monde entier ont leur mot à dire pour ce qui est de conforter la politique étrangère de leur pays. Et chez nous, l'armée d'abord, elle est populaire bien entendu, mais l'armée, et vous venez de le dire, c'est la colonne vertébrale parce que nous l'avons hérité de la Révolution. L'armée de libération nationale a enfanté l'armée populaire, l'armée nationale populaire. Et aujourd'hui, pourquoi on dénigre et on accuse de tous les maux l'armée nationale populaire? Pour tout simplement la déstabiliser, pour, De j'allais dire, l'intérieur. l'annihiler. Tout simplement parce que si l'armée nationale populaire est dans un état de fragilité, dans un état de déstabilisation, l'Algérie est complètement à genoux. L'Algérie est à terre. Et à ce moment-là, il est facile de ramasser les produits de cette entreprise criminelle. Mais bien entendu, cela, les autorités algériennes, le peuple algérien en est très conscient. Et c'est pour ça que vous trouvez que l'armée nationale populaire bénéficie d'un soutien total, permanent, constant et entier de la part du peuple algérien. Une armée, bien sûr, digne héritière et garante des principes de notre révolution, soutenir l'indépendance et bien sûr la souveraineté des peuples. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, bien sûr, qui est important dans le contexte actuel, puisqu'on a parlé de notre armée populaire nationale, qui ne déclenche pas de guerre, mais qui ne réagit au cas, bien sûr, d'une attaque pour défendre, bien sûr, l'Algérie et les Algériens. Il y a une volonté aujourd'hui délibérée par ces provocations de mener l'armée à sortir hors de nos frontières, M. Saïd Ayeshi, l'impliquer directement dans certains conflits, notamment au niveau des régions. Alors, la seule fois, à ma connaissance, la seule fois où l'armée Les Français algérienne, ont tenté pour le Mali. à mon sens, la seule fois où l'armée algérienne est sortie de nos frontières, c'est pour faire partie des contingents des Nations Unies, c'est-à-dire Pour la paix et la sécurité à pour le travers. maintien de la paix. Donc, elle est sortie dans un cadre juridique Pour la clair et pour des missions de paix de façon très claire. Jusqu'à maintenant, dans notre Constitution, et je crois savoir que c'est la seule au monde qui le stipule, l'armée nationale ne sort pas hors de nos frontières. La Constitution de novembre 2020 a été donc révisée et aujourd'hui l'armée nationale populaire peut sortir non pas encore une fois Pour faire la guerre. agresser qui que ce soit, Mais mais pour les maintien de défendre la les paix. intérêts nationaux quand ils sont menacés de l'extérieur. Et par conséquent, c'est une disposition très, très, très importante qui a sa raison d'être dans le fait où maintenant, il ne faut pas attendre que le danger vienne chez vous pour le combattre, mais si tant est que c'est possible, l'annihiler avant qu'il n'arrive chez vous. Mais quand on parle de déstabilisation, cette volonté de porter atteinte aujourd'hui à l'image de notre armée populaire nationale, une armée républicaine constituée des enfants du peuple algérien, est-ce que, c'est-à-dire tous les moyens sont utilisés également, par exemple, le mensonge à travers certaines personnes qui sont aujourd'hui payées et monnayées pour le faire? Monsieur Bien Saïd entendu, bien Ayeshi, entendu. Tout on est- a aujourd'hui le MAC et Rachad. Pas seulement, et les fameux youtubeurs, les trucs. Donc, non, pas seulement. Tout Mais la simple- seule cible de ces youtubeurs, c'est l'armée populaire c'est nationale. l'armée. Parce que, Et l'institution de la parce qu'ils sont présidence. missionnés. Ils sont missionnés par leurs maîtres, qui savent encore une fois que ce pays, si on veut Et fort le de son domestiquer, si on veut l'amener à composition, si on veut le faire agenouiller, c'est d'abord porter atteinte à son armée. Alors, on porte atteinte par une stabilisation intérieure de l'armée. C'est pas peu qui n'ont pas essayé, mais aussi ternir son image. Il faut absolument que cette image de l'armée nationale populaire, qui est l'armée du peuple, qui est une armée de construction, rappelez-vous, la route de l'unité africaine, le barrage vert, et
et beaucoup d'autres réalisations. Les interventions dans la situation de sinistre, par Rappelez-vous exemple. ces écoles d'excellence de l'armée nationale populaire qui forment des cadres pour le pays. Rappelez-vous, encore une fois, ces entreprises de sécurisation de façon efficace de nos frontières que mène l'armée. Donc il faudrait que cette armée-là, qui a cette image positive, puisse se transformer en une armée, j'allais dire, de pouvoir dictatorial, militaire, telle que l'image qu'on veut lui coller, que c'est l'armée qui dirige l'Algérie, que le problème, les Marocains l'ont dit depuis 30 ans, que le problème du dossier du Sahara occidental est un dossier de l'armée, ce qui est bien sûr complètement faux. C'est un dossier d'abord de la communauté internationale avant d'être celui de l'armée algérienne. Et donc, tout est fait en utilisant tous les moyens, qu'ils soient médiatiques, financiers, diplomatiques, pour ternir l'image de l'armée algérienne, pour la déconsidérer, pour la dévaloriser, pour qu'on puisse arriver à ce que cette armée-là puisse être rejetée par son propre peuple, et en tout cas pour qu'il y ait une certaine méfiance vis-à-vis de cette armée. Et par conséquent, c'est une façon, sans jeu de mots, pour la désarmer. Mais ce qui ne sera jamais le cas, puisque les Bien Algériens entendu. sont très attachés à leur armée. Alors aujourd'hui, Monsieur Saïd Ayachi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette région, sur ce poison qui est à nos frontières, l'entité sioniste, le règlement du conflit sahara-occidental aujourd'hui. On arrive au bout du tunnel avec, bien sûr, Demis Soura, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, ou alors on est dans un scénario bis repetita de ce qui s'est fait par le passé. J'opterais volontiers pour la deuxième hypothèse de travail. Avec M. de Mistura, en tout cas c'est mon sentiment, et il n'engage que moi. Avec M. de Mistura, on risque de perdre du temps, encore une fois, c'est-à-dire que le Maroc risque de se conforter dans son statu quo et dans sa politique du fait accompli. Pourquoi? Parce que M. de Mistura n'est pas arrivé avec un mandat très clair, il n'est pas arrivé avec un agenda de travail, il est arrivé, j'allais dire, en mettant ses pas dans ceux qui l'ont précédé, mais avec moins de conviction. Je rappelle que M. de Mistura est un non-fonctionnaire des Nations Unies, ce qui n'a jamais été le cas de ses prédécesseurs. Si on est haut fonctionnaire des Nations Unies, le patron, c'est le secrétaire général, c'est-à-dire et les membres du Conseil de sécurité. Donc vous pouvez recevoir des orientations très nettes de la part de ces trucs. Et ensuite, M. de Mistura, qui doit bien connaître le dossier, même s'il ne l'a pas à gérer, n'a pas laissé paraître une grande détermination pour pouvoir aller au bout de sa mission. J'ajouterai en plus qu'il me semble que M. de Mistura va très très rapidement se trouver confronté aux manœuvres et au blocage des responsables marocains. Mais par rapport à ce que vous déclarez un instant, Monsieur Saïd Ayachi, on voit et on constate aujourd'hui que sur le plan politique, on tient un discours et dans un autre, on fait tout le contraire. Comment expliquer ce jeu trouble du Conseil de sécurité de l'ONU? C'est parce qu'il y a la France qui détient le veto et qui manœuvre au sein de ce Conseil de sécurité, y compris les États-Unis, Monsieur Saïd Ayachi. D'un côté, donc, il y a ce soutien aveugle et injustifié de la France au Royaume du Maroc. On en a parlé plusieurs fois. Cela est connu, cela est vérifié, que la France soutient le Maroc en dépit de la clarté du droit international dans le dossier sahraoui. Et le plus grand scandale, c'est les violations massives, quotidiennes des droits de l'homme contre les civils sahraouis qui sont perpétrés par l'administration marocaine d'occupation, et que la France, d'une certaine façon, protège. Le Maroc n'est pas averti, le Maroc n'est pas interpellé, le Maroc n'est pas condamné pour ces violations parce que la France le soutient. Il y a aussi une ambiance, j'allais dire, d'inertie, d'inaction du Conseil de sécurité. Parce que le dossier étant très clair, encore une fois, ce que demandent les Marocains, c'est l'application, ce que demandent les Sahraouis, c'est l'application du droit international, c'est-à-dire l'organisation des référendums. Le Conseil de sécurité le réitère à chaque résolution du Conseil de sécurité qui reconnaît au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. Mais en fait, ce n'est pas appliqué sur le terrain, et c'est là où le bas blesse. Il n'y a pas d'exécution des résolutions du Conseil de sécurité.
c'est-à-dire l'organisation du référendum. Pourtant, fin octobre, la MINURSO a été activée, on lui a renouvelé son budget, on l'a réinstallé avec un nouveau chef. Mais pourquoi faire? Il n'y a pas de référendum, et il y a la guerre, il n'y a pas de cessez-le-feu. On se demande d'ailleurs pourquoi maintenant la MINURSO. Mais voilà. Et donc ce sont tous ces indices qui laissent penser que cette inertie du Conseil de sécurité, cette léthargie au niveau du Conseil de sécurité est probablement sous-tendue par certaines volontés politiques de certains pays, certains objectifs qui n'ont pas encore apparu à la surface, mais qui ne font que retarder la résolution du conflit et qui ne font que prolonger la situation dramatique du peuple sahraoui. Mais comment expliquer, par exemple, dès qu'il y a violation des droits de l'homme dans un pays, le Conseil de sécurité s'insurge et réagit immédiatement, et là, c'est le mutisme total. Cela est un scandale innommable À l'égard du de peuple ces sahraoui. violations des droits de l'homme. Rappelez-vous le calvaire qu'endure Sultan Khaya et sa famille dans leur appartement à Boujdour. Quotidiennement, ils sont agressés par la police marocaine. On leur refuse de se soigner. Elles sont violées devant leur mère, Sultan Khaya et sa sœur. Elles sont interdites de sortie de leur appartement. Cela est au vu et au sud de la communauté internationale tout entière. Et cela est perpétré par qui? Par le Maroc, par la police marocaine. Mais personne ne parle de ce drame que vit la famille de Sultan Khaya et d'autres Sahraouis d'ailleurs aussi au Sahara occidental. Alors pourquoi cette impunité du Maroc, comme l'impunité d'ailleurs d'Israël En Palestine. en Palestine? Pourquoi ces deux pays jouissent de l'impunité des autorités internationales, du Conseil de sécurité? Parce que tout simplement, pour l'un comme pour l'autre, il y a un protecteur. Les États-Unis pour Israël au Moyen-Orient et la France pour le Maroc au Sahara occidental. Souvenez-vous qu'en 2013, il y a eu une proposition d'élargissement du mandat de la MINURSO à faire respecter et à défendre les droits de l'homme au Sahara occidental. Eh bien, la France, qui se dit être la patrie des droits de l'homme, la France s'est opposée à l'élargissement du mandat de la MINURSO. La France qui, par ailleurs, va dénoncer la violation des droits de l'homme en Syrie, les violations des droits de l'homme, je ne sais, dans d'autres pays, mais elle ne voit pas ce qui se passe au Sahara occidental. Alors, je voudrais revenir avec cette question de l'auditeur, M. Saïd Ayashi. Le lobbying israélien existe à travers la finance et les médias, celui des Européens et des Américains à travers leurs puissantes entreprises. Les Africains ne pourront contrer cela que par le développement de leurs économies, le déploiement de leurs élites intellectuelles. Qu'en pensez-vous? C'est très juste. Et d'ailleurs, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un frémissement maintenant au niveau de certains États africains. Si l'on voit les dénonciations des puissances coloniales qui ont été faites de façon régulière maintenant. Le Mali, récemment, qui a été, dont l'ambassadeur a été expulsé. Pour son entreprise coloniale. D'ailleurs, même son expédition militaire est dénoncée comme étant en fait une intervention militaire coloniale pour les intérêts de la France. C'est ce qui se passe donc en Burkina Faso, en Guinée, et qui pourrait se passer d'ailleurs. Mais au XVIIIe siècle, ils apportaient la civilisation. Aujourd'hui, la démocratie, les libertés. Rappelez-vous aussi qu'il y a une année et un peu plus, il a été dénoncé l'existence du franc CFA, qui lui, cette monnaie qui obère les budgets africains, qui n'est-ce pas le développement. La France prend 400 milliards d'euros chaque année grâce au franc CFA, donc des ristournes bancaires qu'elle fait. La disparition du CFA. C'est une forme de décolonisation que maintenant les élites africaines dénoncent, et nous en avons entendu d'excellentes analyses sur le sujet. Et par conséquent, il y a probablement un réveil maintenant des peuples africains qui vont demander à leurs gouvernants d'installer une réelle souveraineté nationale sur leur pays par la monnaie, par évidemment le développement économique au bénéfice de leur peuple. L'unité des peuples, la stabilisation du front interne, c'est le seul moyen de faire face à toute menace éventuelle, d'où qu'elle viendrait, M. Saïd Ayashi. Je pense que l'Algérie en est un exemple probant. Il faut la conforter encore davantage aujourd'hui. Bien sûr, c'est ce que tout le monde appelle, et je suis d'accord, le front intérieur. Quand il s'agit
de l'intégrité du territoire national, quand il s'agit de l'indépendance de la décision algérienne, quand il s'agit de la souveraineté nationale dans les attributs qui sont connus à travers le monde, il n'y a pas lieu de transiger. On ne peut pas négocier cela et par conséquent, il faudra que tous les espaces de la société civile, les autorités, l'armée, les services de sécurité soient sur la même ligne de front, c'est-à-dire s'opposer à toute menace extérieure, à toute tentative d'ingérence dans nos affaires et en tout cas pour ne pas venir s'ingérer dans ce que puisse passer dans notre pays. Vous avez aujourd'hui le principe du triptyque qui est aujourd'hui avancé par certains États pour assurer leur sécurité. On parle bien sûr de la sécurité militaire, on parle de la sécurité économique, c'est de là qu'on puise un peu sa souveraineté sur ces deux aspects, mais il y a aussi la sécurité médiatique qui arrive aujourd'hui en première position. Monsieur Saïd Ayachi, avec les nouvelles formes de guerre de quatrième génération, les soft power. Il est clair qu'aujourd'hui, avec le développement des technologies du numérique, vous savez, notre émission se passe maintenant. Dans la seconde, elle est du côté de la Malaisie. Elle est visionnée. Et par conséquent, c'est une arme redoutable que les médias aujourd'hui. Il faudra absolument que nous nous organisions pour être au rendez-vous de cette guerre médiatique. Et cela ne peut se faire que par une vision globale et par des moyens qu'il faudra mettre avec les compétences nationales qui existent pour que l'Algérie puisse se défendre également sur le plan médiatique face à toutes ces menées contre notre pays. Mais justement, par rapport à ces questions de déploiement médiatique, l'Algérie doit aussi se déployer au niveau de ses prolongements naturels, c'est-à-dire au niveau de nos frontières, pour montrer la réalité de ce qui se produit à nos frontières, aussi bien en Libye, aussi bien au Mali, aussi bien au Niger, aussi bien peut-être dans d'autres pays où nous avons aussi des intérêts. Par exemple, le discours haineux et raciste de Zemmour qui menace aujourd'hui 5 millions d'Algériens résidant en France. La guerre médiatique n'est pas faite contre... Même Zemmour, c'est une fabrication médiatique. Hein. La guerre médiatique n'est pas faite pour l'intérêt du pays. La guerre médiatique, elle est faite surtout pour hors de nos frontières, pour précisément réagir à des phénomènes... Mais nos frontières, c'est aussi notre... phénomène comme celui de Zemmour, qui est une étoile filante dans le paysage politique français. On l'espère. Mais aussi, surtout, pour défendre nos positions telles que nous venons de les développer, que ce soit sur le plan sécuritaire, informationnel, économique, militaire, sécuritaire, etc. C'est nos médias qui doivent être le relais, le message de l'Algérie hors de nos frontières. Alors, rapidement, sur cette question de l'auditeur, la division du monde arabe qui n'arrive pas aujourd'hui à trouver un SMIC pour s'entendre, profite à l'entité sioniste. C'est fait pour. Diviser, c'est pour régner. Ça, c'est un travail de 40 ans d'Israël qui a réussi à diviser le monde arabe en le divisant et il s'est incrusté par-ci, par-là, par différents moyens. C'est ce qu'il essaie de faire en Afrique du Nord. Mais en tout cas, le monde arabe, maintenant, doit se relever de ces divergences. Je crois que ça demandera beaucoup d'années pour le faire. Alors, vous avez certains spécialistes qui vous disent aujourd'hui la cible de l'entité sioniste, essentiellement, c'est l'Égypte, qu'ils considèrent comme étant la véritable terre promise dans leur croyance. C'est vrai ou pas vrai? Monsieur Saïd Ayachi, rapidement sur cette question. Je pense que beaucoup ça a été le cas. Ouais. Je pense que ça a été le cas pendant une trentaine d'années. Mais l'Égypte, maintenant, j'allais dire, est dans une situation de composition avec l'État sioniste. Je crois que maintenant, la véritable cible de l'État sioniste, c'est l'Algérie. Monsieur Saïd Ayachi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end et bonne santé pour votre sécurité. Portez toujours vos masques. Merci.